Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, nous sommes très heureux d'accueillir Zacharie Richard et qu'il ait accepté de venir nous rencontrer à l'université de Regina et particulièrement dans le cadre du cours que je donne sur les littératures de la francophonie. Je suis également très heureux de voir le nombre d'étudiants d'autres cours qui participent à cette rencontre. Alors permettez-moi de présenter brièvement Zacharie Richard. Zacharie est auteur, compositeur, chanteur et poète. À son actif, il a une vingtaine d'albums en français et en anglais. Il est né à Scott, un village près de Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis, où il réside toujours d'ailleurs. Fort d'une carrière internationale, reconnue et respectée dans l'ensemble de la francophonie. Il est membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre de la Pléiade, de l'Ordre des francophones d'Amérique et officier des arts et lettres de la République française. Zacharie est un ardent défenseur de la langue et culture cadienne. Il est d'ailleurs le fondateur en 1996 de l'Action cadienne pour la promotion du français en Louisiane. Je ne dirais pas que j'aime me battre, dit-il, mais quelque chose en moi refuse que la langue française de mes grands-parents et parents, que cette langue et culture si riche s'éteignent. Et ceux qui croient que cette langue s'éteigne, Zacharie Richard, se plaît à répondre que peut-être bien qu'on referme le cercueil alors que le cadavre se lève et demande une bière. Merci d'accueillir avec moi Zacharie Richard. Merci beaucoup. Tu parlais de bière. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver encore en Saskatchewan. J'aime beaucoup venir ici. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le printemps arrive. Ça, c'est la Louisiane actuellement. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre un peu plus de temps avant d'arriver en Saskatchewan. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je suis là aujourd'hui pour essayer de vous faire mieux comprendre qui je suis, d'où je viens et quelle est la communauté francophone dans laquelle je vis. Moi, je suis acadien de la Louisiane. Mes ancêtres sont arrivés en Louisiane il y a exactement 250 ans. C'est très intéressant pour nous et je vous encourage de consulter le site du projet Nouvelle Acadie parce qu'on est en train de faire des fouilles archéologiques pour découvrir les premiers campements des Acadiens arrivés en Louisiane il y a exactement 250 ans. On pense que les Acadiens étaient déportés directement de l'Acadie en Louisiane, mais la dernière chose que les Britanniques voulaient faire, c'est de renforcer une colonie catholique avec des braves gens. Donc la déportation des Acadiens était conçue pour détruire le pays et anéantir cette expérience. Mais plutôt que d'avoir aucune Acadie, aujourd'hui, on en a plusieurs, dont l'Acadie, la Nouvelle Acadie, qui était fondée en Louisiane par mes ancêtres, voilà, il y a 250 ans. Ces gens-là ont été, selon beaucoup des historiens, les plus durs. Parce qu'il y avait essentiellement, enfin, on parle des Acadiens comme des moutons qui allaient à la déportation, la queue entre les jambes. Il y avait quand même une résistance armée et importante. Mais comme l'histoire est écrite par les gagnants, c'est une histoire qui est très peu racontée. Alors, quand on parle des symboles acadiens, on parle d'évangile. Mais c'est énormément, avec énormément d'ironie qu'on parle d'évangile qui est une création de fiction d'un auteur anglo-américain. Hein, et qui représente quelque chose qui est très important, d'après moi, dans la tradition acadienne, c'est-à-dire l'amour et la ténacité. Hein, parce que Évangéline
elle a cherché son Gabriel pendant des années pour finalement le trouver sur son lit de mort à Philadelphie. Et c'est assis en dessous le chêne qu'on peut trouver à Saint-Martin-Ville en Louisiane pour une éternité. Mais d'après moi, ce n'était pas une vraie Acadienne, parce que moi, je connais aucune Acadienne qui aurait passé des années à attendre son boyfriend assis en dessous d'un chêne, hein, où il fait chaud en plus. Il y a eu d'autres, mais on n'en parle pas. Il y a Madeleine Leblanc, par exemple. Madeleine Leblanc, qui était du Grand Pré, mais elle faisait partie de ce retour, parce que bon, les Acadiens étaient un peu envoyés dans tous les sens, épaillés par le vent. Et il y en a beaucoup qui ont eu la chance de retourner, parce que ce que les Acadiens en exil espéraient de faire, c'était de se retrouver. Parce que l'Acadie était fondée sur le clan. C'était ses cousins, ses frères, ses sœurs bien évidemment, mais ses cousins surtout, qui étaient la force du clan, la force de la famille, la fondation de l'Acadie. Alors ce que les Acadiens en exil voulaient faire, c'était de se retrouver ensemble pour rétablir cette société. Et donc, Madeleine Leblanc, avec ses parents, est allée à la baie Sainte-Marie. En descendant sur la grève, ils étaient tous assis par terre en pleurant, parce qu'en regardant toutes ces terres à défricher, ils avaient le souvenir du Grand Pré avec ses 3000 acres de terre qui étaient d'une beauté extraordinaire, d'une fertilité de la plus riche en Amérique du Nord à l'époque. Alors Madeleine Leblanc, jeune fille de 14 ans, elle prend la hache et dit: on a assez braillé, allons chercher quelque chose à manger. Alors ça, c'est un esprit qui est beaucoup plus convenable, et il y en a beaucoup qui croient qu'aujourd'hui, on est accablé par cette notion d'évangile, parce que ça fait une soumission, parce que la vérité était tout autre. On avait une population d'environ 18 000 personnes qui étaient arrachées de force de chez eux, envoyées dans des bateaux. Il y avait quand même une tendance chez les Acadiens de s'arranger. Donc ils espéraient que finalement ils allaient pouvoir s'arranger avec les Britanniques, d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils l'avaient fait pendant plus de 50 ans. Depuis le traité d'Utrecht, en fait, l'Acadie était anglaise. Et ça, c'était 1713, la déportation était en 55, donc presque 50 ans plus tard. Donc, il y avait une partie des Acadiens qui croyaient qu'ils allaient pouvoir s'arranger. Mais il y en avait d'autres. Et puis là, on parle des frères Beausoleil. Parce que si on regarde l'Acadie ancienne, il y a le Grand Pré, enfin il y a Port-Royal, le Grand Pré, Beaubassin, mais si on monte en haut du coude, sur le Petit Kodiak, on arrive à Beausoleil, aujourd'hui Salisbury, New Brunswick. C'était la fin de l'Acadie. Après ça, c'était les Mi'kmaq. Et c'est là où a vécu Alexandre et Joseph Beausoleil, les frères Broussard. Eux, bon, c'est toute une autre mythologie, mais qui est beaucoup moins connue. Alexandre et son frère Joseph ont eu des vies tourmentées. La légende raconte que sur la crosse du fusil de Joseph Beausoleil, chaque fois qu'il tuait un soldat anglais, il mettait une coche. Et il y avait tellement de coches qu'il n'y avait plus de crosse. Hein? Ça fait que c'était toute une autre mythologie. Mais chose qui est certaine, c'est que ces gens-là, mes ancêtres, sont arrivés en Louisiane en février 1765. Donc, 10 ans quasiment après la déportation. Ils sont arrivés, il y a une île, si vous allez à Halifax, l'île George, au milieu du Havre. Donc, l'accès est très très limité, mais j'ai eu, je ne pourrais pas dire que c'était un plaisir, un privilège, j'ai eu la chance d'y visiter. Il y avait pendant les temps des tourmentes un enclos à ciel ouvert où il y avait autant que 1800 Acadiens tenus en détention, sans abri, l'hiver comme l'été. Et c'était là qu'est parti les Beausoleil. Et c'était un grand clan. Ils avaient plusieurs bateaux. Il y avait 193 bateaux sur le bateau de Joseph Broussard.
il y en avait d'autres bateaux qui sont arrivés à la Nouvelle-Orléans, qui faisaient qu'en février 1765, il y avait environ 600 Acadiens à la Nouvelle-Orléans, sur 3 bateaux. Hein? Et les Beaux Soleils sont arrivés les premiers, et on se demande comment ils ont pu, parce que c'était des bateaux qui étaient affrétés par leurs propres moyens, comment ils ont trouvé l'argent pour payer ce passage. J'ai parlé avec un historien récemment, et puis bon, évidemment, il y avait toujours cette question de la serment inconditionnel. Donc, les Britanniques insistaient depuis toujours que les Acadiens signent un serment d'allégeance à la couronne britannique. Les Acadiens insistaient sur 3 conditions. La religion, la propriété, c'est-à-dire les terres, et ne pas avoir à porter armes pour les Britanniques. Parce que porter armes pour les Britanniques voulait dire se battre contre les Français, ce qui était un peu dérangeant, mais contre les Mi'kmaq, surtout, qui était comme super dérangeant. Parce que non simplement les Mi'kmaq, c'était leurs amis, mais ils étaient des bons guerriers. Alors, Beau Soleil, il était Mi'kmaq, il parlait Mi'kmaq couramment, c'était un coureur des bois, il pouvait, c'est comme si Survival, Television Reality existait à l'époque, il aurait gagné le Grand Prix. No problem. C'était des têtes dures. Alors on lui dit, est-ce que vous voulez rester en Nouvelle-Écosse après le traité de Paris? Vous pouvez rester en Nouvelle-Écosse en signant ce fameux serment d'allégeance. Guess what he said? Maybe not. Ça fait que, alors, comment il a réussi à trouver le moyen? Mais bon, il y a un historien qui a découvert des choses dans les archives de la Nouvelle-Écosse qui laissent croire que c'était pas... Moi, je pensais, parce que les Acadiens, après la déportation, en détention en Nouvelle-Écosse, ils travaillaient pour maintenir les digues. Parce que les aboiteaux, les digues, les Anglais ne savaient pas comment les opérer. Ça fait que les Acadiens étaient engagés, ils étaient payés de l'argent. Il y avait aussi la lettre du marchand, dont je ne me souviens pas le nom, mais il était un marchand anglais, donc il y avait un naufrage de son navire au large de Tracadie, et il dit dans sa lettre que le vieux Beau Soleil, récemment revenu de la Caroline du Sud, m'a aidé. Alors, est-ce que c'est Alexandre ou son frère Joseph? On ne sait pas, parce que là, toute cette période, c'est très, très tourmenté. Il y a des historiens qui pensent que Beau Soleil a été même exilé en Angleterre, qu'il a échappé, puis il est retourné en Acadie. Il y a d'autres qui disent qu'il était exilé en Caroline du Sud avec les 22 têtes dures, mais qui est arrivé à s'échapper et il s'est perdu et il s'est rendu jusqu'au Mississippi par les Illinois. Mais une fois qu'il est arrivé au Mississippi River, il a dit « ça coule dans le mauvais sens ». Ça fait que c'est pas bon, ça fait qu'il est remonté. Ce qui est une raison à croire qu'il y a justement une substance à la légende qui dit que les Beaux Soleils sont arrivés en Louisiane, pas pour y rester, mais pour remonter, parce que Alexandre avait vu les terres des Illinois, et ce qu'il voulait faire, c'était remonter le Mississippi jusqu'aux Illinois. De toute façon, ils sont restés à la Nouvelle-Orléans. Ils étaient 193, il y avait un deuxième bateau, ils étaient à peu près 600 personnes. Ça faisait 10 ans ils étaient sans abri. Ils venaient de passer 3 mois en bateau. Ils étaient habillés en laine. Et en Louisiane, même en février, il fait chaud. Hein. Donc ils arrivent dans un pays tropical. Ils sont totalement démunis. Mais la Louisiane est maintenant espagnole. Louis a donné la Louisiane à son cousin Carlos pour empêcher que ça devienne britannique. Hein, il fallait des catholiques plutôt qu'autre chose. Mais l'espagnol n'est pas arrivé, c'était un bonhomme qui s'appelait Aubray, qui était le gouverneur français, mais qui restait sur place pour gouverner au nom des Espagnols, parce que ça a pris 10 ans avant que les Espagnols arrivent. Mais Aubray avait une grande sympathie pour les Acadiens. Il y avait d'autres rives, des créoles
on appelle ça des créoles, mais c'est des Français de France, c'était des soldats de France qui étaient dans le fort Dauphin, Mobile, Alabama, à la Mobile, à la traité de Paris. Ils avaient le choix entre retourner en France ou rester en Amérique du Nord et puis aller sur le territoire espagnol, chose qu'ils ont fait. Donc ils sont installés dans mon pays, qui s'appelle la prairie des Attakapas. C'est une grande prairie. C'est comme le Saskatchewan, mais plus chaud. Donc il y avait même des bisons à l'époque. Hein, il y avait un grand herbe. En fait, c'est toujours un magnifique pays, mais il y a beaucoup d'habitations depuis ce temps-là. Les Acadiens arrivent là-dessus et les Beaux Soleils étaient les éleveurs. En Acadie, il y avait deux communautés. Il y avait des agriculteurs de Grand Pré et il y avait des éleveurs du Beau-Bassin. Et curieusement, cette espèce d'image miroir s'est reproduite en Louisiane où on a les Attakapas, qui est mon pays. On appelle ça des vachiers, pas des vachiers, mais des vachiers, des cowboys. Et puis, il y a aussi, le long du bayou La Fourche, les pêcheurs. Alors, on pense Louisiane, on pense bayou, on pense swamp. Mais en fait, le pays des Cajuns en Louisiane, c'est une grande prairie d'élevage. Alors, les Acadiens, avec Beau Soleil, ils arrivent et ils signent un document avec François d'Autrive pour l'élevage de bêtes à corps. Donc, ils arrivent dans les Attakapas. Alors ça, c'est une image que vous pouvez voir au monument acadien qui se trouve à Saint-Martinville, en Louisiane, par le peintre louisianais Robert Dafford. Mais c'est une image de l'arrivée des Acadiens avec au milieu Joseph Beausoleil et à son aile droite Pierre Richard. Alors on a pris les descendants de ces chefs. Donc c'est M. Frank Broussard from Carencro qui est M. Beausoleil. Et en fait c'est mon père qui est le bonhomme habillé en brun qui faisait partie du trajet et qui s'est installé en Louisiane dans les 1765. Alors pour moi, l'image, le symbole est très important. Et quand on parle de la soumission des Cajuns, moi je regarde Beausoleil parce que bon, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant la résistance que la ténacité, en quelque sorte. La ténacité a beaucoup de valeur, mais quand on parle de la survie d'une culture, je crois que c'est nécessaire d'avoir des symboles qui nous inspirent. Donc, le symbole de résistance est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Je suis un ancien anti-Vietnam War protester. Ça fait que pour moi, l'idée de résister contre l'autorité et surtout contre comment on dit ça, anéantissement, enfin, aide-moi Dominique, anéantissement. Merci. Parce qu'en plus de ça, je suis anglophone. Il y a, et je vais quand même faire un peu de fast-forward parce que je sais qu'il y en a certains de vous qui sont obligés de partir dans une demi-heure à peu près. Mais je voudrais parler de quelque chose dont on n'en parle jamais, ou on en parle très très rarement. Et c'était un peu la ruine du pays. Dans l'espace de quelques années, hein, la plupart, alors c'est un fait qui choque et qui se prend au moins, la plupart des Acadiens étaient propriétaires d'esclaves. On se demande comment ça se fait que, bon, alors moi je ne peux pas imaginer comment il est possible qu'un peuple déporté se prête à cette institution qui est abominable, mais on ne peut pas contredire les faits de l'histoire. Mais dans l'esclavagisme en Louisiane, il y avait en fait deux sortes d'Acadiens. La plupart, la très très majeure partie des Acadiens avaient, et puis là on le sait grâce au recensement américain, qui sont assez, et moi je les ai vus, ça donne frisson. Hein, parce que
sur les listes de 1850 ou 1860, on a propriétaire, on a ensuite la liste d'esclaves. Et il n'y a aucun nom. On a le sexe et l'âge. Hein. Et la plupart des esclaves étaient des femmes, et il y en avait une propriété de 1 ou 2 esclaves. Donc c'était des esclaves de maison, on disait. Donc il y avait une Africaine qui vivait soit dans ou tout près de la maison, qui aidait avec les tâches ménagères, pour la plupart. Mais il y avait une autre catégorie, et c'était les grands planteurs. Là, quand on pense de Antebellum, Louisiana, le sud, avec Gone with the Wind, toutes ces choses-là, Taro, etc., il y avait ça. Il y avait des Acadiens. C'était un pot pourri ethnique. Il y avait des Anglo-Américains, surtout. Il y avait des Créoles français qui ne sont pas des Acadiens. Ça, c'est des Français de France qui sont installés comme Dominique l'a fait en pays étranger depuis longtemps pour profiter du bon temps et de la pluie. En tout cas, je taquine. Mais il y avait certains Acadiens qui ont réussi à faire partie de cette élite sociale. Donc, il y a des Acadiens, ils arrivent, ils sont totalement démunis, mais ils s'adaptent. Ils s'adaptent au climat. Mais il faut dire aussi que pendant la première année que les Acadiens étaient en Louisiane, il y a eu une épidémie, on pense de la fièvre jaune, et le tiers de la population est mort. Donc il y avait à peu près 600 personnes, 200 sont morts. Et on est en train de faire je retourne au projet Nouvelle-Acadie, je vous encourage de faire une recherche. Sur le site de New Acadia Project, projet Nouvelle-Acadie, vous allez trouver des nouvelles, des fouilles archéologiques, parce qu'on est en train on pense découvrir les sites des premiers campements, mais leurs enfants, les enfants et les petits-enfants des Acadiens exilés, arrivés en Louisiane, font partie de la Louisiane d'une façon intégrale. Et il y en a certains qui deviennent esclavagistes, et pas à peu près. Lui, il s'appelait Jean-Jacques Alfred Mouton. Son père était Alexandre Mouton, son grand-père Jean est né à Grand-Pré en 1755. Donc il arrive en Louisiane dans les bras de ses parents, donc Salvador Mouton, et son fils à Jean, Alexandre, parce que quand les Acadiens avaient de l'argent, ils envoyaient leurs enfants aux universités américaines. Les créoles français de France, de Nouvelle-Orléans, pardon, ils envoyaient leurs enfants en France. Les Acadiens étaient déjà un peu plus américanisés, donc Alexandre Mouton, qui devient le 9e gouverneur de la Louisiane, et qui est présidé sur la Convention de sécession en janvier 1861, quand la Louisiane a sécédé, a rompu les liens avec les États-Unis et a plongé la Louisiane dans une guerre civile sanglante qui allait durer 4 ans. Ben, cet Alexandre Mouton, son père est né à Grand-Pré. Hein? Et son fils, Jean-Jacques Alfred, est devenu le général du régiment acadien. Il y en avait, the 18th Louisiana Regiment. Donc il y avait un régiment essentiellement des fils de planteurs acadiens. Parce que la plupart des Acadiens n'avaient rien à foutre de la guerre. Donc, ils n'étaient pas esclavagistes plus que ça. Et surtout sur la prairie, un esclave était de l'embarras, parce qu'un homme avec ses fils pouvait faire tout le travail des troupeaux, de l'élevage. On n'avait pas besoin, c'est la plantation, c'est le coton et le canne à sucre que tu as besoin d'une force de main-d'œuvre. Donc, Jean-Jacques Alfred, celui-là, fils d'Alexandre, est propriétaire de 120 esclaves. 120 personnes. Il était, en quelque sorte, moi je suis un peu les deux tendances, parce que du côté des Richards, ils n'avaient rien à foutre, ils étaient même pas conscrits. Parce qu'à un moment donné, pendant la guerre de sécession, ça allait mal. Ça fait que les confédérés sont venus, puis ils ont conscrit
C'est-à-dire, ils ont attrapé ceux qui pouvaient attraper, et ça c'était du côté Richard, ils sont cachés dans le bois et puis ils ne se sont pas battus dans la guerre du tout. De l'autre côté, il y avait les Boudreaux. Abraham Boudreau, c'est le grand-père de mon grand-père, c'était l'arrière-grand-père de mon grand-père, je ne sais pas combien de grands ça fait, mais en fait, Abraham Boudreau, et ça c'était pour moi très très bouleversant de voir ça. Il était propriétaire, ce n'était pas un grand esclavagiste, il n'avait que 36 personnes. Mais j'essaie d'imaginer quelle était la vie. Parce que sur la liste, il y a 33 femmes et enfants en bas âge. Il n'y a que 3 hommes. Donc, à côté de la maison de mon grand-père, il y avait un village avec beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants et 3 hommes, 3 Africains. Et ils plantaient des patates douces. En tout cas, moi je regarde ça et j'essaie d'imaginer comment ils ont pu dormir la nuit. Parce que c'était quand même une institution qui était maintenue par la violence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je vous en parle parce qu'on arrive à un moment vraiment très intéressant entre guillemets. Il y a une statue à Lafayette de celui-là, en plein centre-ville. Denis l'a vu. C'est devant l'ancienne mairie. C'était érigé en 1922 par the Daughters of the Confederacy. Après la guerre de sécession, il y a eu cette espèce de phénomène de lost cause. Donc on a essayé de glorifier les armes de cette cause perdue, qui était le Sud esclavagiste. Et donc on a érigé une statue. Mais cette année, on a un grand questionnement dans la ville de Lafayette. À quoi faire avec ça? Parce que depuis Charleston, depuis qu'on a commencé à enlever l'image des drapeaux de bataille de la Confederacy, on enlève le drapeau. Maintenant, à la Nouvelle-Orléans, il y a plusieurs monuments érigés aux héros, entre guillemets, du Sud. Donc, there's Robert E. Lee Circle, il y a tout un Beauregard surtout. Mais à Lafayette, on est pogné avec Jean-Jacques Alfred Mouton. Donc, il y a 2 semaines, il y avait une réunion du conseil municipal qui a duré le plus longtemps depuis le début du conseil municipal. Ça a commencé à 5 heures, ça finit à 11 heures. Et c'était vraiment très troublant, en quelque sorte, mais bien. Parce que pour la première fois, on commence à parler de cet héritage accablant qui est des vestiges de l'esclavagisme et le racisme qui perdure en Louisiane. Et donc il y avait contingent de gens, pour la plupart des Noirs, qui sont arrivés pour dire « ça me fait mal quand je passe devant la statue, il faudrait l'enlever ». Et il y en avait d'autres personnes, pas uniquement, mais pour la plupart des Blancs, qui ont dit « mais c'était un héros ». C'est sûr qu'il vivait dans son temps, mais en même temps, il a fait beaucoup pour la communauté. Ils ont donné la terre pour l'église, etc. La famille Mouton était très généreuse et très importante. Donc, on est sur la pente glissante du révisionnisme. Donc, je vous en parle parce que c'était quand même... c'est quelque chose qu'on vit actuellement dans la communauté en Louisiane, qui est pour moi l'occasion de pouvoir vraiment guérir les blessures qu'on connaît depuis 150 ans maintenant. Mais quand on retourne dans les 150 ans, le pays était ruiné. Il y avait une armée fédérale de 50 000 personnes qui ont ravagé le pays. La Louisiane a resté dans une crise économique de 1860 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire pendant 80 ans, la Louisiane était ancrée dans une pauvreté. Et t'as beau être ancien esclavagiste, quand t'as plus d'esclaves et plus de maison, t'es pauvre comme les autres. Donc, il y avait une espèce de grande crise égalitaire qui a passé au travers
à travers le pays entier, qui a écrasé tout, noir, blanc, jaune, vert, rouge, peu importe. Tous les gens, y compris les Acadiens, ont vécu dans une pauvreté constante qui a duré pendant des générations. Alors, il y avait aussi une question très intéressante, parce que pour la première fois, les Acadiennes ont commencé à marier en dehors du groupe. Donc, il y avait des mariages exogames. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on a des Cajuns qui s'appellent Hoffpauer, Schick-Snyder, Romero, McGee, etc. Donc, on a commencé à assimiler et une nouvelle identité s'est créée. Ce que nos Américains, nos amis américains ont appelé the Cajuns. We are Cajuns. Alors, moi, quand je vais dans le pays de Dominique et je vois ça s'écrit C-A-J-U-N, Cajun, moi ça me fait chier parce que c'est pas Cajun, c'est Cajun, ok? All right? Mais en tout cas, c'est les Américains qui ont commencé à nous traiter de Cajuns. Mais les Cajuns, c'était plus des. Ça faisait 3 générations depuis la déportation. Ça fait que la notion de pureté ethnique n'existait plus. Alors, un Cajun, à la fin du 19e siècle, était défini par 2 choses essentiellement. La langue française et la pauvreté. Il y a eu et pendant tout ce temps-là, les gens ont continué à vivre et c'est ça qui est important parce que je vous raconte une histoire qui est assez lourde quelque part. Mais même dans les enclos sur l'île Georges, où on vivait à ciel ouvert, l'hiver comme l'été, et traités comme des animaux, il y avait des mariages. Ça fait que, quelque part, ça me donne, c'est pas parce qu'on est acadien, mais parce que l'être humain, même dans les expériences les plus pénibles et les plus difficiles, trouve toujours une façon d'aimer et d'avancer et de sortir de la mer, en quelque sorte. Ça, cette photo-là, c'était pris dans un camp de réfugiés en 1927. Il y a eu la plus grande catastrophe naturelle dans l'histoire des États-Unis, qui était l'inondation du Mississippi. Il y a eu 1 million de personnes qui étaient naufragées et qui ont été réfugiées dans la vallée du Mississippi. Et ils se sont installés dans des camps de réfugiés, dont la plupart de ces millions de personnes se sont installées dans la cour de mon grand-père. Ma mère disait qu'il y avait du monde collé comme du bois. Et ce monde-là, ça venait de loin là-bas, dans le fin fond là-bas. Et puis, la plupart d'eux n'avaient pas vu l'électricité, tandis que chez mes grands-parents, ils étaient riches, il y avait une ampoule qui pendait du plafond, il y avait de l'électricité, mais ça coûtait cher quand même. Ça fait que ma grand-mère, Julie Martin, dit à la dame réfugiée, s'il vous plaît, madame, est couchée dans le salon, s'il vous plaît, fermez la lampe quand vous allez vous coucher. La dame dit, oui, madame. Mais ma grand-mère se lève le lendemain matin, puis ça brillait encore. Puis Julie Martin était bien gentille, mais il ne fallait pas le fâcher. Alors là, il dit à la dame, madame, je vous ai bien dit, je vous ai bien demandé poliment de fermer la lumière. Alors pourquoi elle dit, madame, j'ai soufflé, mais je n'ai jamais pu l'éteindre. En 1916, c'était une année fatidique, en quelque sorte, pour la Saskatchewan et pour la Louisiane. En Louisiane, on a publié une loi d'éducation publique qui a obligé tous les enfants d'aller à l'école. Et comme l'école était une institution anglo-américaine, c'était une assimilation sauvage pratiquée sur les enfants de 6 ans. Alors, je ne veux pas insister sur le côté victime, mais on était quand même dans une dynamique d'assimilation assez sauvage auquel mes grands-parents n'avaient pas vraiment beaucoup de possibilités de résister. J'essaie d'imaginer, parce que tes parents, tu veux que tes enfants avancent bien dans la vie, qu'ils deviennent médecin, avocat ou chanteur populaire, mais peut-être pas chanteur populaire, mais en tout cas, avocat ou médecin certain. Et donc, c'est une fierté, parce que
Moi, je connais des Cajuns encore aujourd'hui qui sont illettrés. Et pour un illettré, de pouvoir lire et écrire, c'est comme du voodoo, c'est la magie. Florent Volant, mon cher ami, il parlait de la relation entre les Amérindiens et la culture européenne. Il disait, ce qui nous impressionnait, ce n'était pas des fusils, ce n'était pas la technologie, c'était la lettre qui parlait. C'est de pouvoir inscrire des caractères sur une feuille de papier puis envoyer ça à quelqu'un qui pouvait l'entendre. Et cette magie de la littérature est quelque chose qui a certainement impressionné mes grands-parents. Donc, ils avaient des enfants qui pouvaient lire et écrire. Mais c'était des langues qu'ils ne comprenaient pas du tout. Du tout. Mes grands-parents n'ont jamais parlé anglais. Jamais. Hein? Sauf mon grand-père parce qu'il aimait beaucoup, c'était un joueur. Ça fait qu'il suivait le baseball, c'était un jockey quand il était jeune, il aimait beaucoup les chevaux. Mais il suivait le baseball et pour suivre le baseball, ben, il fallait qu'il comprenne un peu de l'anglais, anyway, parce que son favorite team, c'était le St. Louis Cardinals, Dizzy Dean et tout ça. Ça fait que mes meilleurs souvenirs, enfin des très bons souvenirs. Mon grand-père avait toujours une espèce de soupçon de whisky sur son haleine, puis il était toujours bien habillé, même en été, il portait un gilet, assis sur ses genoux en train d'écouter Dizzy Dean et une partie de baseball avec les St. Louis Cardinals. Mais j'essaie d'imaginer quelle était vraiment sa pensée et son sentiment envers cette assimilation qui voulait faire croire que sa langue et sa culture étaient inférieures. Parce que le français était, pour les Américains du début du XXe siècle en Louisiane, l'équivalent de l'ignorance et de la pauvreté. Et c'est ce sentiment-là qui m'a toujours choqué. Et c'est pour ça que je crie haut et fort que je suis fier d'être francophone. Parce que nous avons une grande culture et une belle expérience à partager. Nous n'avons aucunement besoin d'avoir honte, au contraire. Mais pendant quasiment un siècle, on s'est fait dire qu'on était moins bon, que la langue française était la langue de l'ignorance. Et pire, le pire c'est qu'on l'a cru. On l'a cru. Mais on a trouvé des façons vraiment assez auspicieuses de pouvoir s'arranger avec ça. On a trouvé une grande culture de jokes, de Cajun jokes, Boudreau et Thibodeau. Hein? Alors Boudreau et Thibodeau, ça fait une culture, donc c'est une espèce d'autodérision, mais c'est aussi une soupape, parce que les Cajuns, on est capable de rire de nous-mêmes. Et on est capable de séduire les Américains avec notre humour. Alors ça devient une espèce de stratège de survie, qui est quelque chose que j'ai connu toujours. Alors ça, c'est des photos des années 20 et 30. Le chemin de fer a été construit en 1880 et a traversé la prairie. Moi, j'habite dans un village qui s'appelle Scott. Et puis c'était le nom du premier chauffeur, railroad engineer, qui a emmené le premier train parce qu'il n'y avait rien, ça fait qu'ils ont mis les rails. Bon. Scott is where the West begins, parce qu'à partir de Scott, tu peux aller à Los Angeles à trait de boussole, comme ça. Hein, ça traverse tout le pays. Et le chemin de fer, avant, pour aller à Nouvelle-Orléans, ça prenait deux semaines. Il y avait déjà ce qu'ils appellent des déménagements de bétail, des bêtes à cordes, parce que c'était la prairie des attaques à porc qui nourrissait la Nouvelle-Orléans. Ça prenait 2 semaines pour emmener les bêtes à cordes de la prairie à travers le Bayou Teche, le Bayou Noir, jusqu'à le Bayou La Fourche et ensuite à la Nouvelle-Orléans. Et pour aller à la Nouvelle-Orléans, il fallait descendre le Bayou Teche, le Bayou Vermillon ou le Mermentor. Mais avec le chemin de fer, on pourrait arriver à la Nouvelle-Orléans dans la même journée. Et ça a emmené
de la culture de l'extérieur. C'était comme Pandora's Box, en quelque sorte. Ça, tout d'un coup, on avait la possibilité de recevoir à partir de l'extérieur des nouvelles, des technologies. Tout d'un coup, le sud-ouest de la Louisiane était en quelque sorte moderne. Et ça a été vraiment promu par le riz, parce que moi j'habite un pays qui est plat. Et avec une terre de glaise, si tu fouilles dans la terre à moins d'un mètre, à 1 mètre, tu vas frapper une terre de glaise, qui est quasiment imperméable. Et c'est là-dedans que les écrevisses habitent. Et c'est parfait pour le riz, parce que ça contient l'eau. Donc on a commencé à la fin des années 80, 1880, à faire de la plantation du riz d'une façon commerciale. Et puis ça fait que la population du sud-ouest de la Louisiane a, comme, je ne me souviens pas des chiffres, mais ces gens a été augmenté comme 2000% dans l'espace de quelques années. Parce qu'il est arrivé quantité d'Américains, surtout du Midwest, qui avaient une connaissance de l'agriculture et qui se sont installés en Louisiane. Et ça a créé un melting pot. Et intéressant parce qu'il y avait des commerçants, des marchands juifs qui sont installés grâce au chemin de fer. Et c'est eux qui ont emmené ce qui est devenu en quelque sorte le symbole de ma culture, ce qui est l'accordéon diatonique. L'accordéon diatonique qui était, je suis un grand expert de l'accordéon, 1828 inventé à Vienne, mais en tout cas c'était un instrument allemand, emmené en Louisiane, et puis c'était durable. Il y a 40 onces là-dedans, ça fait que tu peux en casser au moins 30, puis ça joue toujours. Alors c'est vraiment un bel instrument pour la frontière, enfin pour un pays primitif. Donc Cajun Music a été créé à la même époque que le jazz, mais à la place d'être à la Nouvelle-Orléans, dans la rue avec des fanfares, on était sur la prairie avec des accordéons. Donc la musique cajun et créole, ce qu'on appelle le zareko aujourd'hui, était fondée, ont été formés dans le creuset du sud de la Louisiane avec des influences allemandes, des influences acadiennes bien évidemment, des influences américaines, des influences autochtones et bien évidemment des influences africaines. Parce que notre culture est vraiment un métissage, il n'y aura pas de jazz, il n'y aura pas de zareko, il n'y aura rien d'intéressant dans notre cuisine si on enlève tout ce que les Africains ont emmené en Louisiane. Ça c'est l'école. Alors les enfants, ils étaient obligés d'écrire I will not speak French on the school ground, I will not speak French on the school ground. Il y a une chanson qui s'appelle No French No More. Pardon. Papa couldn't tell us that, and it didn't make no sense when the teacher told us we couldn't speak no French no more. Bon. Alors, mon père est allé à l'école, il arrive, et puis comme c'est une école américaine, l'enseignante veut lui faire apprendre à compter. Parce que pour être un bon Américain, il faut savoir compter son argent. Ça fait qu'elle dit, OK, everybody say one. Ça fait que tout le monde dans la classe, one. Alors c'était un grand succès pour l'éducation publique en Louisiane. Et la maîtresse dit, OK, maintenant, say two. Et mon père, il regarde son camarade de classe, il dit, ouais, c'est bon, parce que si ça c'est tout, moi je n'ai déjà eu assez, allons. Schoolboat. Les enfants vont à l'école. Hein? J'adore cette photo-là, c'est pris par Elmore Morgan Sr. Dans les années 30. Donc, c'est des écoliers qui prennent le bateau pour aller à l'école. Les 3 grands événements de la culture cajun en Louisiane, c'est la déportation, la guerre de sécession et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, l'assimilation des Américains est arrivée de force. Tous les hommes, entre 18 et 35 ans, sont partis dans l'armée. Tous. Enfin, la très très majeure partie. La plupart ne parlaient pas l'anglais, ils n'avaient jamais quitté la Louisiane. Ils sont revenus, comme mon père, de la guerre, avec une nouvelle identité. Et c'est là que ça commence à devenir très complexe. Parce que pour mon grand-père, un Américain,
c'était quelqu'un qui faisait partie de notre communauté. C'était quelqu'un qui parlait l'anglais, qui ne comprenait pas du tout, et qui venait d'ailleurs, et puis qui n'était pas cajun. Tandis que mon père, qui était cajun et fier de l'être, il y avait une certaine schizophrénie, parce qu'il était en même temps américain et puis fier de l'être. Hein? Il avait sauvé la démocratie dans le monde, il avait participé à cette expérience-là, et cette génération, de retour de la guerre, a commencé à avoir des baby boomers ici présents, et ils ont commencé à leur parler en anglais. La démarcaison est très nette. On a attaché très très peu de valeur à la langue française. C'était la langue de la fête, c'était la langue du plaisir, c'était la langue de la famille. Et dans ma famille, j'ai toujours vu ça. Dès qu'il y avait un vieux, une vieille qui ne parlait pas l'anglais, tout le monde parlait français, par respect. Mais si on était entre nous, mes parents me parlaient en anglais, mon école était en anglais, la radio était en anglais. I was listening to the Rolling Stones and the Beatles. Je ne savais même pas qu'il y avait une affaire qui s'appelait Cajun Music. Je m'en foutais, de toute façon. Alors, c'était quand même une certaine schizophrénie avec laquelle on vivait quand même très très bien. Il n'y a rien qui paraissait anormal dans la situation. C'est ça, l'assimilation, c'est un peu comme la rouille. Ça arrive la nuit, ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge quand même. Mais c'était une période, pour moi, vraiment très extraordinaire, parce que dans la maison d'André Boudreau, parce que mon grand-père avait 5 fils, donc le 5e s'appelait 5e, parce qu'il y avait un grand bleu professionnel qui avait déplumé mon grand-père. Il s'appelait 5e, ça fait qu'à son honneur, il a appelé son 5e fils 5e, en tout cas. Et puis, on a une vieille maison sur Carle, la vieille maison louisianaise. La maison a été construite en 1896. Et mes oncles, à l'époque, ils étaient des jeunes adolescents, mais ils se cachaient au-dessus de la maison pour fumer la cigarette. Et mon grand-père les a attrapés un jour, et plutôt que de les engueuler, il les a fait venir dans la maison. Il dit, vous allez fumer de toute façon, c'est aussi bien que vous fumez dans la maison, parce que si vous fumez en dessous de la maison, il se peut que vous foutez ma maison en feu. Ça fait que la maison est devenue une espèce de repère de tous les adolescents du voisinage. Alors on venait, puis ma grand-mère mettait un mouchoir de poche par terre et dansait les 4 coins. C'était la seule dans le pays qui pouvait vraiment danser une gigue sans mettre le pied par terre, dansant sur un mouchoir. Il y avait ça, il y avait mon grand-père qui comptait, il y avait mes oncles qui fumaient. Alors c'était vraiment une espèce de cocon d'amour. Et c'est pour cela que je pense que je parle français, ou je suis si attaché à la langue française. Ça aurait pu être le chinois, mais il se trouve que c'était le français dans mon cas. Mais j'essaie à ma façon de retrouver ce même sentiment d'amour et de bonheur et de bien-être que j'ai connu comme un petit garçon dans la maison de mes grands-parents. Mais dehors, en Louisiane, il y avait les États-Unis qui arrivaient à plein fouet. On a découvert le pétrole en Louisiane en 1907. Ça a donné l'occasion à quantité de Texans, des gens de Oklahoma, Pennsylvanie qui sont arrivés. C'était eux les patrons. Alors, pour travailler dans les clos de pétrole, tu pouvais faire plus dans un mois que tu pouvais faire en faisant récolte. Ils ne savaient même pas si tu allais faire récolte de coton parce qu'il y a eu des boll weevil ou une inondation ou je ne sais pas trop quoi. Mais le pétrole, on met la pièce. Et la pièce, c'est une grande, grande force. Et c'est pour cela que j'applaudis Michaëlle Jean quand elle dit que l'avenir de la francophonie est basé sur l'économie. Il faut qu'on arrive à vivre. Ce n'est pas un French Club. On n'est pas dans un French Club. On est dans un monde pleinement qui a besoin des aspects sociaux, culturels, bien évidemment, mais aussi économiques. Sinon, c'est foutu, d'après moi, parce que j'ai vu la force de la pièce. En même temps, il y a des Américains, mais il y a une espèce de... Dans mon pays, il y a une rivière souterraine qui s'appelle, en fait, c'est le Attakapas Aquifer. C'est pas vraiment une rivière, mais ça coule. C'est une espèce de nappe phréatique qui coule. Et là, c'est une métaphore pour la culture cajun, parce qu'il y avait cette américanisation
qui s'est imposé, à partir surtout des années 50, après la Deuxième Guerre. Mais il y avait toujours cette espèce de rivière souterraine, mais si on creusait un peu, mon père a fait ça dans je ne sais pas, il y a certainement l'équivalent à Regina, mais Johnston Street à Lafayette, c'est des grosses boîtes, c'est Walmart, Target, whatever, tu sais, des affaires comme ça. Mon père est allé d'un magasin à l'autre et il a fait l'expérience de demander du service en français. Et j'en revenais pas. 7 fois sur 10, il a réussi à le trouver. 7 fois sur 10, c'est comme... Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait 2 personnes sur Johnson Street, et puis il a réussi. Si la personne qui l'a demandé ne parlait pas français, il allait chercher un collègue. Il y a toujours quelqu'un qui pouvait le servir en français. Ce qui veut dire que il ne faut pas se fier sur les apparences. Parce que si on regarde autour, il y a de quoi se suicider, c'est-à-dire la télévision, les conseils scolaires, le ci, le ça, le whatever, mais quand même, si on se donne la peine de creuser un petit peu, on trouve une sensibilité vraiment très importante. En 1964, les frères Bolfa sont allés au Newport Folk Festival, Newport, Rhode Island. Alors les gens en Louisiane se moquaient d'eux, parce que la musique traditionnelle, on traitait ça du chank-chank. Chank-chank, c'est le son de l'accordéon. Chank-chank. Alors on disait, on va rier de vous, pas à peu près. Alors c'était un triomphe. Dewey Balfa a participé à la renaissance de la musique folk en Amérique, qui a donné Bob Dylan, Zachary Richard et tout le reste. Et il était là, et Dewey est revenu, et il a dit, il faut qu'on écoute l'écho des applaudissements. Alors, il voulait emmener en Louisiane la reconnaissance qu'on a réussi à obtenir ailleurs. Et c'est ça qui a tourné tout à 180 degrés. Parce qu'on avait honte, on se cachait, et puis tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait de quoi être fier. Parce que les Américains aimaient notre musique, ils aimaient notre cuisine, ils nous aimaient, ils voulaient tous être Cajuns. Hein? Bien qu'on parle français, c'est une autre affaire, mais notre culture était valorisée pour la première fois. On a commencé les programmes d'immersion français en 1968 en Louisiane. Aujourd'hui, les jeunes élèves qui sont diplômés deviennent pères et mères de famille, eux. Ça fait qu'on tourne un cap. On a des politiciens à bâton rouge comme Éric Lafleur, comme Stephen Ortego, comme Jack Montousset, qui sont des francophones engagés et militants. Donc on commence à concevoir la chose, non pas seulement comme une histoire culturelle, mais aussi comme une histoire politique, ce qui est très très important pour nous. Nous avons en Louisiane, alors ça j'adore ça, c'est des Cajuns, et ça c'est très typique. Ils sont en train de « Hey, comment ça va ?» Et puis l'autre avec son petit drink, en tout cas. Ça c'est l'île Fourchue. Alors on est toujours cowboy pas mal. Alors ça c'est le Intercoastal Canal, ça c'est le pont à l'île Fourchue. J'adore ces photos et je voudrais les partager. Ça c'est une salle de danse traditionnelle. Et lui là il ne plaisante pas. Mais tu vois, tous les jeunes garçons, c'est ce qu'on appelle le bullpen. Alors, les jeunes garçons, ils étaient confinés par lui, là, dans le et puis lui, c'est sérieux, lui, là, parce qu'il ne pouvait pas aller, parce que les jeunes filles sont de l'autre côté de la photo, ils sont de l'autre côté de la salle, où ils sont ici, là, et puis elle n'est pas en train de pleurer, elle est en train de rire. Et j'adore le visage de celui qui est en train de courtiser, en tout cas. Alors ça c'est une salle de danse traditionnelle. Dans les années 50, on a eu quelque chose qui s'appelle le swamp pop, donc c'est une espèce de version du rock and roll créée par nous. Ça fait qu'il y avait un cachet très très cajun. Rod Bernard a eu un hit national avec son Allons danser Colinda, qui est une chanson traditionnelle. Et donc on commence à s'intégrer dans le monde des Américains, et puis on a des jeunes fous qui commencent à jouer la musique. Alors,
aujourd'hui, ça c'est l'État de la Louisiane. Ce que vous voyez en brun, c'est ce qu'on appelle Acadiana. C'est 22 paroisses, comtés, 22 comtés, unis reconnus par l'État de la Louisiane pour son héritage de langue française et sa culture acadiano-française. Alors nous sommes dans une espèce de dynamique très intéressante parce que depuis 1968, nous avons en Louisiane des enseignants de langue française qui nous viennent de partout. Ils viennent du Québec, ils viennent de l'Acadie, mais aussi ils viennent de l'Afrique, ils viennent de l'Haïti et ils viennent du Vietnam. Donc, les enfants, et c'est ça, pour moi, le plus grand avantage, parce qu'on a prouvé maintes et maintes fois que l'enseignement en immersion fait des élèves bien plus intelligents qu'autrement. Alors, c'est irréfutable. Intelligent peut-être pas, mais certainement plus capable de déduire. Hein. Les capacités sont vraiment très, très engendrées par cette expérience pédagogique. Mais pour moi, la chose la plus importante, au-dessus de tous ces éléments pédagogiques, c'est surtout ce que ça donne comme notion d'ouverture. Hein, parce que les jeunes enfants, et c'est des écoles publiques, donc les ethnies sont mixtes. Il y a autant de latinos ou d'asiatiques que de jeunes noirs ou que de jeunes cajun dans les classes d'immersion. Ce qui donne un visage vraiment très multiple et qui rejoint ce qui est pour moi la raison d'être de la francophonie. C'est le message de Léopold Senghor quand il disait la francophonie, c'est cet humanisme qui se tisse autour de la terre. Donc la francophonie, ce n'est pas simplement de pouvoir parler français, mais c'est de pouvoir vivre les valeurs de la culture française, la valeur d'inclusion, d'ouverture et de tolérance. Et c'est pour cela que je suis vraiment très, très encouragé pour ce qui arrive en Louisiane actuellement. Parce que nous avons des jeunes enfants qui ne sont pas proies des préjugés dont ma génération et les générations antérieures ont été affligées. Donc ils ont la possibilité de concevoir une amitié sans penser de la couleur de sa peau, sans penser de sa religion, sans penser de son ethnie, etc. Et pour moi, dans cette Louisiane qui est toujours accablée par un héritage raciste extrêmement lourd, c'est vraiment très important d'insister sur ces valeurs d'inclusion et de pouvoir vraiment pratiquer une ouverture. On ne va pas pouvoir solutionner tous les problèmes, mais au moins nos enfants, et ça c'est grâce à la francophonie. Sans la francophonie, cette chose-là n'aurait pas existé. Alors, je vais vous quitter avec une photo de jeunes élèves en immersion français. C'est ma chorale. Nous avons fait récemment un album qui s'appelle « J'ai une chanson dans mon cœur ». Vous pouvez, je n'ai pas avec moi, mais vous pouvez le télécharger online. « J'ai une chanson dans mon cœur ». C'est des chansons qui ont été composées avec les enfants. Toutes les chansons, il y a 12 je pense, ont été composées. Moi et une jeune chanteuse, Anna-Laura Edmiston, nous avons visité les classes en immersion, nous avons composé des chansons avec les enfants. C'est un très très beau projet, je vous encourage de le découvrir et en le faisant, vous allez pouvoir soutenir l'immersion en Louisiane parce que tous les profits de la vente de l'album vont au consortium des programmes d'immersion pour soutenir l'enseignement en langue française en Louisiane. Mais pour moi, c'est quand même, c'est pour ça. Hein, c'est de voir ces visages de ces enfants qui sont vraiment fiers de parler français. Et je vais vous quitter avec une expérience qui est vraiment assez touchante pour moi, parce que moi je suis de formation et d'origine anglophone. Hein. Ça fait que quand je veux vraiment communiquer, surtout dans le domaine technique ou musical, quand je veux donner des directives, c'est souvent plus facile, ou enfin j'ai l'illusion que c'est plus facile en anglais, c'est plus facile en anglais, mais ça c'est une autre affaire.
plus intéressant en français, mais peu importe. Ça fait que pendant que je faisais l'album et je travaillais avec ces jeunes enfants, souvent, je tombais dans le piège de la facilité et je commençais à leur parler en anglais. Il n'y avait pas une seule fois qu'on ne m'a pas reproché. Ces enfants-là, ils sont attachés à la langue française. Pour eux, c'est une marque d'identité très importante. Et ils ne sont pas cadiens plus que créoles, ils viennent de partout. La jeune fille avec la robe noire qui est notre vedette, sa famille est nigérienne. Alors, ce n'est pas vraiment une question ethnique, c'est une question d'ouverture envers la francophonie. Et je suis vraiment très très fier de ce déroulement en Louisiane. Je suis très très heureux de partager ces moments avec vous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui doivent quitter, ça fait que je vais passer le microphone à vous si vous avez des questions. Et on va prendre une petite pause commerciale. À l'arrière, j'ai des copies de mon histoire des Acadiennes et Acadiens de la Louisiane qui, je serais vraiment très fier de dédicacer si vous en avez la possibilité. Ça, c'est le drapeau de l'Acadie louisianaise, donc l'étoile de l'Acadie, le château de l'Espagne et les fleurs de lis de la France. Et sur cette image, je vous quitte en vous invitant à me demander des questions. Tant que ce n'est pas mathématique, on va pouvoir éventuellement les répondre. Je vous remercie de l'accueil, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zachary, pour cette présentation super drôle de cette Louisiane fascinante. Maintenant, je vous inviterai à poser des questions et à être très à l'aise pour poser des questions. Je sais que parmi les étudiants, entre autres, il y a des questions, alors je voudrais en inviter déjà quelques-uns pour briser la glace et au public également, n'hésitez pas à poser des questions. On a à peu près jusqu'à 13h, donc on a une bonne vingtaine de minutes. Je vais voir du côté des étudiants d'abord, est-ce qu'il y aurait une question? On va d'abord essayer avec les étudiants et ensuite on ira avec le public. Philippe. Bonjour, Zachary, je suis je suis content de voir votre présentation. Ma question est, on sait qu'aux États-Unis, les organisations francophones sont plus subventionnées par l'État à Marquette, c'est plus par la communauté. Est-ce que ça va affecter la francophonie à long terme? Dans 50 ans, comment voyez-vous la francophonie, par exemple? Aux États-Unis, il y a tout ce qui est dégagné. Il y a, en Amérique du Nord, il y a 33 millions de francophones, dont la plupart sont aux États-Unis. Il y a une communauté de Français de France en exil à Los Angeles aussi. Il y a une communauté haïtienne et des francophones, en fait des Français à New York. Mais il y a le Maine, que vous connaissez certainement, et la Louisiane. Moi, je ne peux pas vraiment répondre à la question, Philippe, que Philippe posait, si vous n'entendez pas, c'est les subventions, comme on n'est pas subventionné, comment on peut imaginer un avenir des communautés. Mais en fait, en Louisiane, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, c'est une agence de l'État qui a été créée en 1968 avec un budget de 1 million. Aujourd'hui, il y a 5 ans, le budget était 150 000. Alors, une vingtaine d'années plus tard, ça avait diminué. Alors, en termes de dollars de 68, on était vraiment mal parti. L'année prochaine, on me dit que le budget sera de 800 000. Donc, je pense qu'on a frappé le fond le creux de la vague, comme dit Vigneault, et là, on est en train de remonter la pente. Il y a une
reconnaissance de plus en plus établie en Louisiane que la situation de la langue française est politique. Et donc, nous avons des législateurs qui sont vraiment très engagés envers cette chose-là. Et c'est tout à fait normal. Vous avez quand même au Canada une constitution qui permet des revendications que nous n'avons pas en Louisiane. Parce que bien que la Louisiane est officiellement bilingue, ça ne veut strictement rien dire. Mais en même temps, il y a un grand développement qui est le fait que nos amis anglo-américains commencent à apprécier la valeur économique de la langue française. Les valeurs pédagogiques, les valeurs culturelles sont bien établies depuis très longtemps. Maintenant, ils commencent à avoir la pièce là-dedans. Et quand il y a la pièce, les Américains sont de plus en plus sensibles. Donc, c'est très très long, c'est très très frustrant parfois, mais il y a un regain de confiance dans la communauté parce que justement, au niveau du gouvernement de la Louisiane, au moins, il y a un engagement, aussi minime qu'il soit, mais un engagement véritable envers la langue française. Je connais que plusieurs des étudiants qui font partie de la communauté francophone ici vont être des futurs enseignants. Alors, d'après votre expérience, que pensez-vous c'est la meilleure façon d'enseigner le français dans un milieu minoritaire comme le Saskatchewan ou la Louisiane, c'est-à-dire d'une manière plus culturelle ou avec plus de concentration sur la maîtrise de la langue? Si l'enseignement doit se pencher sur des questions plutôt culturelles ou la maîtrise de la langue. Moi, je pense que les deux sont importants, à part égale. Il faut que l'expérience des enfants soit attachée à la communauté. Nous, en Louisiane, il y a un grand débat qui se déroule depuis très très longtemps parce que nos enseignants qui nous allient d'ailleurs, ils parlent avec des accents d'ailleurs, avec un français assez international et standard. Il y a eu même une espèce de révolte de la part d'un bande de couillons contre la langue française qui est enseignée en disant « Ah, c'est pas notre français, ça. On ne peut pas parler comme ça, je ne comprends pas comment il parle. » Alright, c'est comme, ok, ben, fais l'effort, c'est comme... Le français, c'est le français. Une table, c'est une table, une chaise, c'est une chaise. Les règles de grammaire, etc., sont les mêmes de partout. C'est sûr que nous avons un vocabulaire qui est créé par des termes espagnols, parfois autochtones, beaucoup, qui nous sont propres. On a un style de syntaxe qui remonte à l'Acadie ancienne, ou même l'ouest de la France. On a un parler qui est influencé par la paresse de vivre dans un pays tropical. Mais tous ces éléments ne font pas de notre langue une langue à part. C'est juste des accents, c'est juste des façons de parler. Et il faut absolument enseigner, il faut que la langue soit maîtrisée. La seule façon que la Louisiane peut participer à la francophonie, c'est de devenir francophone à plein part. On ne peut pas rester dans une espèce de petit ghetto isolé de notre parler à nous autres. Il y avait un prêtre assez mal instruit, d'après moi, il s'appelait le Père d'Aigle, qui avait écrit un dictionnaire de la langue Cajun. Et là-dedans, dans son préface, il disait que la langue Cajun est l'équivalent de l'espagnol et du français et de l'italien. Ok, alright, ça fait que... Alors, évidemment, il n'y a plus tellement de crédit, mais il y avait toute une école en Louisiane qui disait ce qu'on parle ici, à nous, c'est pas un dialecte, c'est pas un accent, c'est une langue à part, c'est notre langue. C'était, je sais pas moi, c'était du chauvinisme linguistique, d'après moi. Mais là, on finit par comprendre que non, c'est pas ça, c'est du français. Si la Louisiane va faire partie de la francophonie, il faut qu'on respecte la base, qu'on respecte la grammaire, il faut qu'on s'intègre pleinement, toujours en respectant les idiomes, les particularités de notre parler à nous.
mais pas en prétendant que ce parler nous distingue à tel point qu'on parle autre chose que le français. On parle le français à notre façon. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir à la fois d'établir une base qui est standard, mais aussi en nourrissant l'expérience des enfants avec autant de spécificité locale possible, hein, pour qu'ils puissent comprendre, savoir le nom des baies, par exemple, qui poussent dans la prairie, etc., les fleurs, tout ça. Il faut que l'expérience de la langue française soit du vécu et non pas de l'abstrait. Donc, je pense que les deux sont complémentaires et non pas exclusifs. D'autres questions Bonjour, monsieur Zachary. Zachary Richard, merci bien pour votre présentation, j'ai bien aimé et j'ai appris beaucoup. Quand je vous ai entendu pour la première fois, je parlais avec le Québec. Vous deviez parler de l'accent de la langue, mais si vous ne savez pas, auparavant, je devinerais que vous venez de Québec. J'ai une question pour vous. Vous avez dit que votre père est revenu de la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, je suis un petit peu plus âgé que toi. Et puis j'ai lu dans l'eau vive que vous êtes né en 1950. Alors ton père était à la maison et vous avez dit qu'il parlait l'anglais dans presque toutes les maisons parce que c'était à la mode du temps. Je comprends ça. Qui t'a enseigné de parler français? Tes parents, tes arrière-grands-parents? Qui? Parce que le système d'école d'immersion a commencé avant les 60. Alors, où ou quand et par qui est-ce que vous avez appris à parler français absolument si bien? D'abord, sur la question québécoise, arrête, asti. Ça te plaît, toi? Moi, j'ai appris le français à cause de mes grands-parents qui étaient en langue francophone. Mais j'ai eu la chance, j'étais enlevé par les frères de la salle, j'étais envoyé, je voulais dire, dans une école catholique qui était gérée par les frères de la salle. Et il y avait une très très forte présence de la langue française. La langue française enseignée comme langue étrangère, mais évidemment pas comme un programme d'immersion. Mais dans ma classe, il y avait Barry Ansley, il y avait Michael Doucet, il y en avait ceux et celles qui sont connus comme les plus grandes lumières de la Louisiane francophone d'aujourd'hui. Alors c'est une expérience qui était à la fois nourrie à la maison, mais aussi à l'école, j'ai bien appris, en fait j'ai appris aussi bien que mal la langue française écrite, ce qui fait que quand je suis allé à l'université, j'ai passé tout de suite à 400 level French. C'est la première année que je suis arrivé, parce que déjà j'avais une grande vocabulaire. Il faut aussi comprendre que quand je parlais avec mes grands-parents, je parlais avec une syntaxe anglaise. Et je traduisais dans ma tête. J'avais quand même un énorme vocabulaire. Mais je disais la phrase en anglais dans ma tête et puis je trouvais les mots en français, ce qui fait que mon style d'écriture est toujours affligé en langue française. Et j'ai toujours des très grands débats avec mes éditeurs parce que j'écris avec un style de syntaxe qui est plutôt anglophone. Mais à un moment donné, je suis allé en France pour la première fois pour faire la musique en 1973, au Québec en 1974, au Acadie en 1975. Et à cette époque-là, j'ai vraiment senti une espèce de déclic dans ma tête. Comme tout d'un coup, j'arrivais à penser en français. Et à force de, bon, c'est comme persistence and righteous course brings reward. À un moment donné, ben, j'arrivais à penser en français. Mais il faut aussi dire que je pense que l'influence la plus importante sur la qualité de ma langue française, c'est le fait d'avoir vécu pendant 40 ans avec une Française qui me corrige constamment, pas simplement sur des questions linguistiques. Voilà. Alors, on sait que la culture, ça change avec chaque génération et même la musique. Alors, ma question, c'est comment voyez-vous la musique
Alors, quand on me dit ça, je réponds toujours en disant quel accent. En tout cas, il y a deux, tu parles de la musique zareko, il y a deux grandes traditions de musique française en Louisiane qui étaient tous les deux créées dans le même creuset à la même époque. On appelait ça la musique française. Donc l'accordéon arrive, c'est joué par des blancs cajuns et des noirs créoles, et c'est assez semblable. Si on écoute Amadé Bro, qui était blanc, et on écoute Amadé Ardouin, qui était noir, il y a très peu, c'était enregistré dans les années 20, ça sonne très très semblable au niveau, c'était deux joueurs d'accordéon. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de la culture américaine de force, il y avait aussi la batterie et l'électricité. Ce qui fait que les orchestres créoles de Zareko vient de la chanson leitmotiv, c'est dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des jurés, qui veut dire jurer, comme témoigner. Alors c'était une tradition ouest-africaine, donc il y avait call and response. Les haricots sont pas allés, le père disait les haricots sont pas allés, donnez-moi les haricots. Donc c'était une tradition musicale et ça dansait pas à peu près. Et ça c'était l'antécédent du zareko proprement dit. Et le terme vient de la chanson, parce que c'est très syncopé, les haricots sont pas salés, donnez-moi les haricots. C'est vraiment très africain dans ces traits. Et Clifton Chenier, qui était le fondateur du genre, a commencé à enregistrer dans les années 50. En 52, il était dans un séance d'enregistrement à Houston, et le preneur de son lui a demandé « What kind of music is that you're playing ?» Et lui, il ne comprenait pas bien l'anglais, il dit « Ben, c'est Zareko sont pas salés. » Alors, c'est devenu le nom du style aujourd'hui, et il y a eu une bifurcation après la Deuxième Guerre. C'est-à-dire que les Blancs ont commencé à se faire influencer par la musique country, et les Noirs se sont fait influencer par le rhythm and blues. Donc c'est pour ça que dans les haricots on trouve des saxophones, et dans la musique cajun, on trouve des violons et des pedal steel guitars. Alors, l'avenir des deux est très très intéressant parce qu'on a eu cette reconnaissance dans les années 80 dont je faisais partie, j'ai bénéficié beaucoup du public américain qui a fait que soudainement la musique traditionnelle de Louisiane a eu et continue à avoir une carrière internationale. Alors c'est très encourageant. Les deux styles sont maintenant très très séparés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similitudes, mais en général, quand on parle de zareko, c'est devenu une expression de la communauté des créoles noirs, et la communauté cajun fait sa musique cajun. La question de la langue est quand même très très délicate et même difficile, parce que les créoles noirs ont abandonné la langue française parce qu'il n'y avait pas la même importance. On ne peut pas chanter une chanson cajun autre qu'en français. Tandis qu'une chanson zareko se fait le plus souvent en anglais ces temps-ci. Et je pense que, et puis j'ai souvent parlé de ça avec mes amis noirs, et puis je pense que ils me disent qu'ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres luttes, plutôt que juste de sauver la langue. Ils s'identifient beaucoup plus à la mouvance d'anti-ségrégation qui se passe actuellement, et donc ils n'ont pas le même attachement à la langue, et moi je continue à les encourager, et maintenant on commence à avoir des relations avec la Martinique et la Guadeloupe et l'Haïti, ce qui fait que la communauté noire créole de Louisiane, j'espère, va pouvoir renforcer son engagement envers la langue créole, parce que c'est une autre langue. En fait, la langue créole, il y a un créole louisianais qui ressemble beaucoup au créole haïtien. Et moi, quand
quand j'ai bâti ma maison, j'ai engagé que des charpentiers noirs dans l'espoir que j'allais apprendre le créole, mais finalement, je n'ai rien appris parce qu'il parlait tellement vite. Puis, on est dans une situation où je pense qu'on est obligé de célébrer nos diversités avec respect. Mais l'avenir des deux styles est assuré pour toujours, d'après moi, parce que ça marche. Il y a une douzaine de groupes de créoles noirs et de Cajuns qui sont sur la route à travers la planète aujourd'hui. C'est un style de musique qui est mondialement reconnu. Donc, tant que ça nous encourage financièrement, ça nous permet d'avoir une classe de musiciens professionnels qui pratiquent dans le genre. C'est vraiment très, très, très intéressant. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans la musique cajuine, comme dans la musique zariko, la racine est très, très profonde. Il y a des influences de part et d'autre, mais ça sonne pas comme autre chose que du zariko ou la musique cajuine. L'accordéon domine toujours, et puis les rythmes surtout. Le rythme, c'est quelque chose qui est absolument unique et qui ne changera pas. Et je suis vraiment très, très confiant que nous allons avoir dans la communauté musicale onusienne un avenir à la fois pour le zariko comme pour la musique cajuine. D'autres questions? Oui, bonjour. Je vais vous demander quelles peuvent être les motivations des parents qui envoient leurs enfants dans les écoles d'immersion, mais plutôt vous avez fait allusion à la pièce. Est-ce qu'il y a un impact économique à l'immersion en français en indien? De 2000 élèves pour le programme. Pour dire, et c'est dans les écoles publiques, ce n'est pas des écoles privées. Donc, c'est des gens de classe moyenne. Hein, c'est la classe ouvrière, c'est des gens, ce n'est pas des gens fortunés qui envoient leurs enfants dans une école privée, ce sont des écoles publiques. Et c'est l'occasion pour les parents d'avoir une éducation incomparable en Louisiane. La performance des enfants est tellement... je donne l'exemple à South Street Elementary à Zobunsa. Et ça, je sais parce que la directrice de l'école, c'était l'amie Mary Dupré. Et les enfants en immersion sur des examens standards anglais, de Iowa Battery Tests, les enfants en immersion performent dans les, je ne sais pas comment on dit ça en français, de top quartile, c'est-à-dire 25% en haut, dans la même école. Et ça, c'était une école dans un voisinage assez pauvre, je dirais. Donc les enfants en éducation traditionnelle hors immersion, c'est le bottom quartile. Ça fait que la différence est de 50 points, ce sont au moins. Alors c'est quand même très évident, c'est ce qui fait que les parents, c'est une question d'ignorance. Parce qu'il y a des parents qui pensent « Oh, mais il est enseignant français, il ne va pas pouvoir aller à l'université. » Au contraire, il va pouvoir aller à l'université mieux que s'il enseignait autrement. Mais une fois que les parents apprennent la valeur, ils sont vraiment férocement attachés au programme d'immersion. Et c'est la raison pour laquelle l'immersion marche. Parce que les conseils scolaires qui sont siégés par des gens qui s'appellent Arsenault et Cormier et Como sont en grande partie des couillons. Parce que c'est des politiciens de bas étage qui font des 15 000 qu'on leur donne par an. Et leurs soucis sont budgétaires, avant tout. Pas pédagogiques, pas éducationnels, budgétaires. Et quand les parents forment des associations, là ils vont devant les conseils scolaires, et puis là, c'est là que ça passe. Et c'est quand les parents sont organisés, et ils comprennent la valeur, ils sont férocement attachés à ces programmes parce qu'ils obtiennent pour leurs enfants une éducation qu'ils ne pourraient jamais payer. Alors, c'est le niveau d'éducation, c'est le niveau d'enseignement qui est très très au-dessus du moyen en Louisiane. Bien, merci bien. On va arrêter ici.